mai 81, l'élection de François Mitterrand. Le 3 mai 1979, Margaret Thatcher, à la tête du Parti conservateur, est élue Premier ministre du Royaume-Uni. 8 mois plus tard, le 20 janvier 1981, Ronald Reagan débute son premier mandat de président des États-Unis en déclarant « L'État n'est pas la solution à nos problèmes, l'État est le problème ». Les travailleurs vont bientôt découvrir que ça n'a rien à voir avec du bakounine. La mise en application d'une doctrine libérale et la volonté de détruire les syndicats vont rapidement être mis à exécution dans ces deux pays. Le 5 août 1981, 11 359 contrôleurs aériens en grève sont licenciés du jour au lendemain par Ronald Reagan. Après des mois de grève, Margaret Thatcher ne cède rien aux mineurs britanniques. À l'extérieur, ces deux élections vont avoir comme effet une multiplication des interventions militaires. En France, rien de tel, puisque le 10 mai 1981, la gauche, qui 13 ans avant participait à mai 68, accède enfin au pouvoir. Les travailleurs savent désormais qu'ils peuvent compter sur Bernard Tapie, Laurent Fabius et Jack Lang pour appliquer leurs revendications. La décennie qui s'ouvre s'annonce-t-elle radieuse pour le mouvement ouvrier ? Radieuse, sûrement qu'il y a eu en tout cas une forte illusion le soir du 10 mai 81. Il paraît, moi j'étais pas à Paris, j'y ai échappé, mais que le rassemblement sous l'orage à la Bastille criait Mitterrand du soleil. Donc, attendez effectivement une décennie ou un septennat radieux. Ça n'a pas été exactement le cas. Effectivement, je crois que c'est important d'inscrire et la date et la séquence qui s'ensuit, celle des années 80 du premier mandat de Mitterrand au moins, sans aller jusqu'au second, dans un mouvement historique ou dans un éventail historique plus large. Parce que finalement, Mitterrand avait à peu près annoncé sa stratégie politique en 68 de manière très très claire. Si on lit les textes de l'époque ou si on lit l'éclairage qu'il leur a donné d'un petit bouquin publié en 71 qui s'appelait « Ma part de vérité », il explique très clairement qu'en 68 et pendant les 4 jours de crise critique du régime, c'est-à-dire pendant le départ de Gaulle à Baden-Baden, quand il a appelé à former un gouvernement populaire, puisque c'était la formule retenue pour remplir le vide abyssal qui s'ouvrait, il entendait que ce gouvernement soit, c'est sa formule, sans exclusive et sans dosage. Autrement dit, un gouvernement ouvert, sans exclusive à des partenaires de centre, voire de droite. Il avait lui aussi l'idée de l'ouverture bien avant Sarkozy, mais en sens inverse. Et il a essayé, dans une certaine mesure, de la pratiquer en 81 avec l'entrée de Michel Joubert, gaulliste historique ou quelques autres au gouvernement. Et sans dosage, ça voulait dire notamment qu'il accepterait, non seulement il accepterait, mais qu'il souhaitait la participation de ministres communistes, mais à une dose homéopathique qui ne colore pas de manière excessive le gouvernement. Et effectivement, si on regarde, il a décidé souverainement les 4 ministres communistes, mais à la santé, à la formation professionnelle, au transport et à la fonction publique, donc dans aucun des ministères stratégiques, disons-le comme ça, en 81. Autrement dit, il a réussi, c'était son projet. Et finalement, il faut rappeler que le Parti socialiste partait à l'élection présidentielle de 1969 d'un score de 5,5% pour le ticket Mendès-France de fer. Autrement dit, ce qu'a fait Mitterrand, c'est une véritable reconstruction d'un rapport de force. Tout ça, il l'avait écrit très clairement. Il s'agissait effectivement, à travers l'alliance durable au titre de l'Union de la gauche et du programme commun avec le Parti communiste, de reconstituer un rapport de force et finalement d'inverser le rapport de force dans la gauche au détriment du Parti communiste. Ça, il l'a tenu de façon finalement très cohérente et très suivie dans la proposition de 68, mais à nouveau dans la façon dont il a réagi
Après la désunion de la gauche, il faut rappeler qu'en 1978, il semblait que la gauche allait gagner les élections législatives. En tout cas, les sondages l'indiquaient comme possible. Et puis, dans l'année qui a précédé l'élection, qui devait être en mars ou avril 68, la polémique, la désunion, initiée notamment par le Parti communiste, a fait que ces élections législatives ont été perdues. Et que certains en ont conclu qu'il fallait changer complètement de stratégie à gauche, abandonner le projet de l'Union de la gauche. Et ça a été en fait la position adoptée prématurément par Michel Rocard au congrès qui était le congrès socialiste de 1979, le congrès de Metz. Je ne rappelle pas ça pour le détail, mais pour montrer à quel point Mitterrand là-dessus a suivi véritablement une ligne politique. Au congrès de Metz, il a maintenu, malgré la mauvaise volonté, la mauvaise humeur du Parti communiste, une ligne d'union de la gauche, convaincu que, aussi longtemps que n'aurait pas eu lieu l'expérience d'une victoire électorale et de l'inclusion du Parti communiste au gouvernement, il ne serait pas parvenu à bouleverser finalement le paysage politique de la gauche en France, qui était son objectif. Et finalement, il a gagné ce congrès de Metz. Alors pour lui, 81 était du pain béni, parce que il était bien obligé en 68 de dire quelque chose. Je crois que l'idée de venir au gouvernement portée par une grève générale de près de 10 millions de grévistes ne devait pas l'enthousiasmer particulièrement. En 78, on peut dire qu'une victoire électorale à une élection législative n'était pas probablement le meilleur scénario. Et en plus, je crois que le point fondamental, c'est qu'en 78, l'élan de 68 n'était pas totalement épuisé. Il était déjà bien essoufflé. Je ne dis pas seulement en France, mais d'un point de vue européen. Disons que à partir du début de la crise économique en 73-74, le retournement de la tendance économique, le coup d'arrêt à la Révolution portugaise en novembre 1975, la transition monarchique en Espagne, le tournant de l'austérité en Italie en 1976 également au nom du compromis historique. On peut dire que l'hypothèse d'une victoire électorale de la gauche en 1978 en France était le dernier rebondissement possible de cette séquence d'après 68. Et finalement, je crois que pour Mitterrand, le scénario d'une victoire présidentielle en 81 était beaucoup plus favorable que, y compris une victoire électorale en 78. D'abord parce que c'est l'élection présidentielle et que ça le mettait en position, vu la logique des institutions qu'il avait initialement combattues, d'en bénéficier et d'être le véritable arbitre des institutions, et de la politique de distribuer les cartes, ce qu'il ne s'est pas privé de faire. Et il se trouve qu'effectivement, le contexte avait changé et que, comme tu l'as rappelé dans l'introduction, cette victoire électorale vient simultanément aux deux grandes victoires qui marquent le tournant et le début de la contre-réforme libérale aux États-Unis et en Angleterre avec les victoires électorales de Thatcher et de Reagan. Du coup, le suspense en France n'a pas duré très longtemps. Hein. Certains, et je dois dire nous y compris, on peut avoir l'illusion que cette victoire de la gauche, qui explique d'ailleurs un peu l'euphorie a posteriori un peu ridicule qu'il y a pu avoir le soir du 10 mai 81, c'est que ça nous paraissait très long quand même. Depuis 58, ça faisait plus de 20 ans de droite au pouvoir, etc. Donc il y avait le côté soulagement, mais au-delà du soulagement, l'illusion que Mitterrand pouvait avoir une ambition finalement un peu à la De Gaulle. En fait, ambition... il y a eu les mesures sociales du premier gouvernement Mauroy. Il y a eu le discours de Cancun, qui était un peu dans la tonalité des discours de Gaulle, de Phnom Penh, ou en beaucoup plus timide de Montréal. Mais ça a été un bref épisode. Et finalement, quand il a fallu décider en 83, c'est un vrai tournant de la rigueur qui a été choisi, et non pas une politique qui aurait été une politique sociale, et un véritable recul. Alors, le tournant de la rigueur, il faut dire qu'on le sait trop peu aujourd'hui, quand on regarde les désordres monétaires, la crise financière, etc., que la France, avec Fabius Premier ministre, a été pionnière
en ce qui concerne la dérégulation financière à l'époque. Fabius, Premier ministre, et Bérégovoy, ministre des Finances, et a été à l'avant-garde finalement de ce qui a permis aux banques de mélanger les banques d'épargne et les banques d'affaires, de se lancer dans les aventures financières. Ça de pair avec la politique européenne, évidemment, du marché unique de 86 qui préfigure ou qui est un des maillons de la construction de l'Europe libérale. Or, le tournant, il est logique, si on veut, par rapport à l'histoire politique du personnage Mitterrand. Il n'en est pas moins réel. Il y a eu le choix entre deux politiques, une politique réformiste maintenue, pas subversive et révolutionnaire, mais qui aurait été possible avec une dévaluation, avec une bataille pour le service public, avec y compris des éléments de protectionnisme qui ont été symbolisés par l'histoire de l'importation des magnétoscopes japonais. Est-ce qu'il fallait ou pas favoriser une politique industrielle française à l'époque ? Une politique protectionniste, elle peut se justifier si elle est accompagnée des mesures sociales et de droits sociaux. Elle est explicable et défendable. Si c'est simplement une politique nationaliste de produire français à laquelle Le Pen est venu ajouter en travaillant français, bon, c'est autre chose. Mais ce débat-là a eu lieu, il a été tranché clairement dans le sens d'une orientation qu'on appelle aujourd'hui, qu'on n'appelait pas à l'époque encore, social-libérale. Anecdotiquement, j'ai eu à travailler sur les discours de politique culturelle de Lang et Mitterrand pendant cette période-là. Là aussi, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que si on lit les discours de Mitterrand et de Lang avant 81, c'est la lutte de classe dans la culture. Les textes, ils sont absolument sidérants. Et même sur ce front-là, on a l'impression que, justement, que le tournant de la rigueur, ou le tournant dit de 83, se traduit aussi par la politique des jets d'eau, de Versailles, en gros, des grandes fêtes en guise de politique culturelle, même si reste de tout ça le prix du livre, etc. Alors bon, je crois que le bilan, c'est quand même, si on regarde dans le rétroviseur, c'est que ces années Mitterrand ont démoralisé, au sens profond et premier du terme, c'est-à-dire désorienté profondément la gauche et fait des dégâts durables dans le mouvement ouvrier. En plus, après les 20 et quelques années de pouvoir de la droite sous De Gaulle, sous Giscard, etc., ça a débouché en quelque sorte les carrières et permis la cooptation et le recyclage d'une bonne partie de la génération des années 68 et 70, avec ce qu'on pourrait appeler une promotion Mitterrand, c'est-à-dire une promotion dans l'appareil d'État, dans les appareils administratifs, qui a en gros quand même pompé les énergies pour une large partie de ce qu'avaient été des militants, en remontant le plus loin dans le temps, y compris des animateurs des mouvements des années 70. Voilà, bon alors après, le bilan, c'est que cette aventure a duré, enfin au total, avec l'intermède de 86-88, a duré 14 ans, et que Mitterrand a, de ce point de vue-là, remporté une victoire, c'est-à-dire qu'il a exactement accompli le programme qui s'était fixé en 68 et transformé radicalement le paysage du mouvement ouvrier en France, en tout cas de la gauche, disons-le plus exactement en France, en initiant l'agonie du Parti communiste et la transformation, pas seulement idéologique, mais sociale du Parti socialiste, d'un parti de gestion, disons, des appareils républicains et d'une politique de redistribution sociale, en partenaire privilégié du patronat et en agent de la construction de l'Europe libérale. Alors au-delà de la transformation du paysage politique, je crois que les années Mitterrand, et notamment les années 80, puisque les années 90 déjà sont des années de renaissance ou de reprise à partir des grèves de 95, mais les années Mitterrand sont, je crois, du point de vue du mouvement social et de la gauche radicale, des années sinistres. C'est-à-dire que le mouvement syndical lui-même, pas seulement parce que les directions ont collaboré, d'abord les directions étaient tétanisées face à un gouvernement de gauche qui menait une politique qui initiait la politique d'attaque aux acquis sociaux,
Ça, c'est assez classique. On l'a vu à nouveau, alors qu'il y avait une reprise des luttes en 1995, on a vu à nouveau, dès que Jospin est arrivé au gouvernement, à nouveau le mouvement social se mettre en une position de groupe de pression, de lobbying, mais être neutralisé finalement par la présence de la gauche au gouvernement. Et donc de ce point de vue-là, les années 80, globalement, ont été des années horribles. Mais en plus, je crois, parce que au-delà de la politique timorée dans le meilleur des cas ou de collaboration à la politique gouvernementale menée par les principales directions syndicales, c'est que même au niveau des militants intermédiaires d'entreprises, disons les équipes syndicales, il y a une désorientation qui vient du changement de période, c'est-à-dire étaient habitués finalement à gérer un compromis social, celui qui a été négocié en position de faiblesse par les classes dominantes au sortir de la guerre, qu'on appelle État social, pacte keynésien, État-providence, etc. Mais de gérer ça dans un contexte de croissance, dans des accords et des conventions d'entreprise. Et là, il se trouve pris de plein fouet ce qui s'est passé un petit peu dans tous les pays européens face à une situation nouvelle, à une agressivité nouvelle d'abord du patronat et des classes dominantes. Et c'est vrai qu'en France, 81-83 marque un tournant, mais l'ensemble de la décennie des années 80 est une décennie de défaite, et pas seulement en France, à l'échelle européenne pour le mouvement ouvrier. Bon, la plus emblématique, c'est la défaite en 84-85 des mineurs britanniques, là, dont Thatcher a voulu faire réellement un exemple. C'est-à-dire, mais c'est passé plus inaperçu. Mais on a eu en Italie l'abrogation des clauses d'échelle mobile des salaires, par exemple, qui était un acquis depuis la libération. Autrement dit, une remise en cause inégale selon les rapports de force, mais méthodique, des acquis sociaux, et je crois une désorientation profonde des équipes militantes, plus généralement, qui ne luttaient plus dans le même contexte, avec les mêmes interlocuteurs et les mêmes règles du jeu que dans les 30 années écoulées. Or, ces équipes, elles avaient été formées justement dans les 30 années. Et c'est vrai aussi sur le plan politique. Je crois qu'on peut dire ce qu'on veut des vieux bureaucrates du PCE de la CGT, mais des gens qui avaient fait le Front populaire, la guerre, la libération, comme Benoît Frachon, avaient une autre expérience de la lutte sociale, ou les dirigeants du PCE eux-mêmes, que la génération qui est une génération qui est née et qui a été élevée au biberon du programme commun, qui n'a jamais connu autre chose et imaginé autre chose comme orientation politique que la victoire électorale en alliance avec le PS et en position subordonnée qui plus est. Bon, donc tout ça, je crois, cumulé, des orientations politiques, attaques sociales, finalement, et défaites réelles subies, marque un tournant des rapports de force des années 80 qui est vrai en France et qui est vrai au niveau européen.